Bonsoir à tous et bienvenue avant que nous commencions notre voyage de ce soir dans les bois hantés. J'ai une annonce très rapide à faire, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, les enfants vont bientôt être en vacances scolaires pour l'été, très bientôt. Et donc je prépare tous mes enregistrements d'histoire pour la saison estivale. Cela signifie que si vous êtes ou comptez devenir mécène prochainement. Si votre anniversaire est en été, merci de m'envoyer rapidement un message pour que je note le sujet et votre message d'anniversaire. Parce qu'une fois l'été commencé, je ne pourrai plus enregistrer de nouveaux contenus. Alors merci de m'envoyer cela dès maintenant. Pour l'instant, installons-nous et laissons l'obscurité dominer. Je n'ai jamais été un grand fan du camping. En 2012, mes amis et moi avons choisi de camper un samedi soir sur une propriété privée. Nous avions la permission du propriétaire. Au bord d'un petit lac dans le sud-ouest rural des États-Unis, le lac mesurait sans doute 50 à 150 mètres de large. C'était plutôt un étang profond en réalité, mais il était 5 fois plus long que large. Et depuis notre campement, il occupait la majeure partie de notre champ de vision. Le terrain lui-même n'était pas complètement isolé de la civilisation. Nous étions à 8-16 km d'une petite banlieue d'une ville moyenne du sud. Cependant, ce n'était certainement pas facile d'accès, et la seule entrée était un chemin de terre étroit et fermé par une barrière qui traversait une digue longeant un côté du lac. Cette route était fermée par une barrière et verrouillée. Le propriétaire nous a donné son code, nous avons fait passer la voiture et refermé la barrière derrière nous. Si vous n'êtes jamais allé dans le sud, vous verrez à quelle vitesse on se retrouve isolé dès qu'on sort des villes. Nos villes sont petites, et les gens des campagnes vivent souvent de façon rude et sauvage. Nous avons des forêts si denses qu'elles ne valent pas la peine d'être construites, à moins d'avoir un lien ou un attachement particulier à la région. On disait que tracer des routes à travers ces forêts n'était pas rentable lors de la construction des autoroutes dans les années 50. Donc il n'y a pas eu beaucoup de développement au cours des 100 dernières années et dans certains endroits depuis la guerre de sécession. Il n'est pas rare de faire une demi-heure de route en sortant de la ville et de tomber sur des cabanes qui sont clairement hors réseau. Mes amis et moi avions l'habitude de vivre en banlieue, alors nous étions simplement heureux de voir les étoiles et d'entendre les sons de la nature. Nous étions dans notre camp très utilitaire, une petite tente Coleman pour 2 personnes, sous une couverture simplement en train de regarder autour de nous et de profiter de la nuit. Quand soudain mon pote s'est redressé d'un coup et il a dit quelque chose comme « Tu vois ce type là-bas ?» Il a pointé du doigt l'autre côté du petit lac et je n'ai rien vu. Je me suis redressé un peu et j'ai dit « C'est juste l'obscurité qui te joue des tours. » Il avait vraiment l'air secoué. « Non, regarde, il y a plein de visages derrière l'arbre. » Ça a attiré mon attention et je me suis redressé, en me frottant les yeux pour essayer de bien voir. Et puis je les ai vus, de petits visages ronds et blancs, qui me fixèrent de l'autre côté du lac. Peut-être 15 à 20 d'entre eux étaient en tous placés de telle manière que leur corps était pris caché derrière les arbres et seule leur tête était invisible. La meilleure façon de décrire ces visages, c'est comme des enfants très pâles, un peu illuminés de l'intérieur. Je devrais préciser qu'aucun de nous deux n'avait bu ni n'était sous l'emprise de drogue. Nous étions trop jeunes pour ça, pas avant encore quelques années, de toute façon. Nous avions dîné à la maison et nous comptions simplement aller dormir. Après nous être détendus un moment, les visages ne bougeaient pas. J'étais un peu assis là, sous le choc, en pensant que mes yeux allaient s'habituer et que je verrais qu'il s'agissait d'un reflet. Des insectes, des hiboux ou autres, mais je n'atteignais jamais cette conclusion. Je les ai fixés dans les yeux quelques minutes, j'ai regardé mon ami, puis ils avaient disparu. Les plans d'eau transmettent extrêmement bien le son et nous avons entendu beaucoup de bruissements de l'autre côté du lac ainsi que quelques petites branches se casser. C'est incroyable ce que vos oreilles perçoivent lors d'une nuit silencieuse. Mon pote avait les larmes aux yeux quand il a dit « C'est quoi ça ?» Et je n'avais pas de bonne réponse. Aucun de nous n'a particulièrement bien dormi. Je me suis senti confirmé dans mon aversion pour le camping. Mais qu'est-ce qu'on allait faire ? J'ai essayé de faire des recherches sur Internet, mais je n'ai jamais trouvé de phénomène qui puisse expliquer cela. Si quelqu'un a des réponses, j'aimerais bien les entendre. Il y a environ 3 ans, juste après avoir terminé le lycée, j'ai participé à un séjour à Cattlestone, organisé par le Service national de la citoyenneté. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie.
Un mois inoubliable rempli de rires, de bons moments, d'amitié et, pour moi personnellement, d'un peu de romance adolescente. Tous mes amis étaient là et pendant le programme, je me suis rapproché d'un garçon qui me plaisait vraiment. À l'époque, nous passions beaucoup de temps ensemble à discuter, à nous promener dans le parc, à nous éclipser pendant les moments calmes. Et lors de notre dernière nuit complète au Yakattlestone, nous avons décidé de nous faufiler dans la forêt voisine. Juste tous les deux. Il était près de minuit, les bois étaient en calme et silencieux. Et nous sommes finalement tombés sur l'un de ces petits escaliers en bois. Ces petites marches intégrées aux clôtures pour que vous puissiez passer d'un champ à l'autre. Nous avons gravi une marche et nous nous sommes assis dos à dos, moi faisant face à la forêt et lui au champ ouvert derrière lui. Il y avait quelque chose de tendu dans l'air ce soir-là. Nous discutions et les choses sont devenues un peu émotionnelles. Il s'est confié sur le décès de sa grand-mère et j'ai pu voir les larmes monter dans ses yeux. L'atmosphère a changé, j'ai eu l'impression que nous n'étions plus seuls et c'est à ce moment-là que je l'ai vu derrière lui. Plus loin dans la lisière des arbres, quelque chose a bougé. Une silhouette imposante, facilement 2,10 m, se tenait derrière l'un des arbres. Elle s'agrippait au tronc épais, se penchant juste assez pour jeter un coup d'œil autour, nous observant. Au début, je pensais que c'était la lumière de la lune, puis ça a bougé. Ça avait la forme d'un homme, des épaules larges, de longs membres parfaitement proportionnés, mais ce n'était pas solide, c'était translucide, comme de la fumée de cigarette emprisonnée dans une forme humaine. Le plus effrayant cependant, c'est qu'il l'a vu aussi. Nous sommes restés figés, incapables de parler, nos yeux rivés sur cette silhouette fantomatique qui nous a brièvement regardés. Tout s'est figé alors, comme si la chose avait compris qu'on l'avait vue. Elle a tressailli et s'est élancée. Ça ne courait pas comme une personne. Ça se déplaçait de côté, de façon anormalement fluide et rapide, presque en glissant. Et puis, dans un moment surréaliste et impossible, ça s'est replié sur lui-même, s'est effondré en une seule orbe de lumière, a filé dans les arbres et a disparu. Nous sommes restés là, en silence, à bout de souffle. Ma peau était devenue froide, tout mon corps bourdonnait de peur et d'incrédulité. Le lendemain, j'ai tenté de me persuader que nous étions juste fatigués, que nous avions peut-être tout imaginé. Mais ensuite, l'une des filles de notre groupe, quelqu'un qui était connu pour s'intéresser vraiment au paranormal, est venue vers moi avec une expression étrange sur le visage. Elle ne m'a pas dit bonjour, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Tu as vu quelque chose la nuit dernière ?» Oui, puis elle a hoché la tête d'un air entendu. Oui, je l'ai vu aussi, un lundi. Un homme grand, un peu transparent, comme une ombre blanche. Je le voyais depuis ma fenêtre. Même maintenant, rien que d'y penser, ça me donne des frissons dans le dos. J'ai cherché des histoires de hantises dans la région, mais je n'ai rien trouvé sur des esprits ou des fantômes. Mais nous savons tous les deux ce que nous avons vu. Ce n'était pas une simple histoire ou un jeu de lumière, c'était réel, et le pire, c'est que quelqu'un d'autre l'ait confirmé. Je n'ai jamais su expliquer ce que je voyais enfant, mais j'ai pensé que si un endroit pouvait m'apporter des réponses, ce serait ici. J'ai déjà vu des silhouettes d'ombre auparavant, et même si celles-ci sont inquiétantes, celle-là était différente. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vu ce que j'ai vu. La seule constante étrange, c'est l'eau et les bois. Je sais que ça paraît ridicule, mais cette combinaison semble être un fil conducteur chaque fois que je les ai vus. Imaginez ceci, une personne ou une forme humaine habillée tout en bleu de la tête aux pieds. Chaque vêtement était exactement de la même nuance de bleu, comme si tout avait été trempé dans de la peinture. Leur peau, si on peut dire, était rose pâle, presque comme de la chair à vif. Ils n'avaient aucun trait, seulement un visage vide, flou et humain. La première fois que je les ai vus, j'avais 10 ans et je vivais dans une maison dans l'est du Connecticut. La terre elle-même semblait maudite derrière la maison. Il y avait 2 étangs côte à côte, l'un légèrement plus bas que l'autre, où mes cousins et moi allions pêcher ce jour-là. Mon cousin se tenait entre les 2 étangs et j'étais de l'autre côté du plus bas. De là où j'étais, je pouvais voir l'étang supérieur. C'est là que j'ai clairement remarqué 2 d'entre eux,
ces silhouettes bleues marchant côte à côte sur l'eau, comme si c'était du solide, je suis resté figé. Je suis resté là, stupéfait. Puis j'ai commencé à faire de grands gestes frénétiques à mon cousin, essayant de le faire se retourner. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas simplement crié, mais je n'y arrivais pas, et il m'a regardé comme si j'étais fou. J'ai lâché ma canne à pêche et couru autour de l'eau vers lui. Dès qu'ils ont compris que je les avais vus, ils se sont retournés et se sont déplacés rapidement, presque en glissant à travers l'étang pour retourner dans les bois d'où ils venaient. Bien sûr, mon cousin ne m'a pas cru, moi je voulais y croire. Je l'ai aussi imaginé. Jusqu'à quelques jours plus tard, où je suis retourné seul à l'étang. En pêchant, j'ai vu un sac en plastique flotter près du bord. À l'intérieur, il y avait des chiots morts. Bien que cela ne soit pas paranormal en soi, c'était profondément troublant. Et je suis resté là quand j'ai commencé à entendre des tambours amérindiens venant de la forêt. En les voyant approcher, j'ai tout lâché, couru chez moi et évité l'endroit plusieurs jours. La deuxième fois, c'était à Bridgeport, dans le Connecticut. Nous avions construit une petite cabane près d'un étang dans les bois, non loin de Park Avenue et du sanctuaire Sainte-Marguerite. Mon ami et moi traversions la zone quand je me suis soudainement retourné. Et là, il y avait encore cette silhouette bleue, avec ce même visage centré, mais cette fois avec des cheveux noirs de géant en bataille. Elle se tenait simplement là, avançant lentement d'une démarche lourde. Je l'ai montré à mon ami, mais il n'a rien vu et je l'ai regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La dernière fois que j'en ai vu une, ou du moins la dernière fois dont je me souviens, c'était à Oxford, dans le Connecticut. J'explorais un coin de forêt dense avec quelques cousins et leurs chiens. La région était bien connue pour son activité étrange. Il y avait même des rumeurs de culte rituel. Nous nous sommes séparés à un moment. Je me suis retrouvé près d'une rivière et, pour une raison inconnue, j'ai ressenti le besoin de grimper cette colline escarpée et rocheuse. Pour un garçon de 12 ans, ça paraissait une falaise. Quand je suis arrivé en haut, le chien était déjà là, mais mes cousins avaient disparu. Soudain, le chien s'est mis à aboyer et à agir de façon nerveuse. J'ai eu la pire sensation d'être observé. Je me suis retourné et j'en ai vu un autre. Dès qu'il m'a remarqué, il s'est de nouveau enfui dans les bois. Le chien s'est lancé à sa poursuite. J'ai couru après le chien et quand elle est enfin revenue, nous avons tous les deux couru jusqu'à sortir de la forêt. Oxford possède des bois assez profonds, donc ce n'était pas une fuite rapide, mais une fois sorti, le chien s'est calmé. J'ai supposé que quoi que ce soit, c'était parti. Avec le recul, ils n'ont jamais paru agressifs, mais semblaient en vouloir éviter d'être vus. Mais cette première fois, quand ils s'approchaient furtivement derrière mon cousin, je te jure qu'il y avait quelque chose de louche dans leurs intentions. Peut-être étaient-ils simplement curieux. Je ne m'attends pas à être cru. Honnêtement, je ne suis même pas sûr d'y croire moi-même. Mais ces souvenirs sont gravés dans ma mémoire, et rien de ce que j'ai vu ou lu n'y ressemble. Je suis même retourné dans certains de ces endroits en espérant les revoir, mais je ne les ai jamais revus. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça ? Des silhouettes humanoïdes bleues unies, sans visage, toujours près de l'eau ou des arbres. Si c'est le cas, dites-le, s'il vous plaît, parce que je porte ça en moi depuis bien trop longtemps. J'aimerais commencer par dire que cette histoire n'est pas la mienne, mais plutôt quelque chose qui serait arrivé à un ami à moi avec qui j'ai perdu contact depuis. Je la connaissais depuis plusieurs années quand elle m'a raconté cette histoire, et c'était la seule histoire étrange ou paranormale qu'elle avait. Donc ça a toujours eu un air de vérité pour moi. Vers 2004, elle vivait avec ses parents dans une région boisée de l'Ontario, au Canada. Leur jardin avait plusieurs arbres fruitiers et une forêt dense commençait là où leur jardin se terminait. Un soir, son père montait les escaliers pour aller se coucher. Quand il a jeté un coup d'œil par la fenêtre en direction des arbres fruitiers, une lumière blanche bleuâtre attira son attention, serpentant parmi leurs arbres fruitiers. Pas particulièrement vive, mais pas faible non plus. Elle flottait apparemment librement, à environ 8 cm du sol. Pensant qu'il s'agissait d'un rôdeur avec une lampe de poche, il s'est préparé à une confrontation. Mais en regardant de plus près, il s'est rendu compte que cette lumière ne venait pas d'une lampe de poche. C'était simplement une boule de lumière flottant autour des arbres. Son père a appelé la famille pour venir voir, et ils l'ont rejoint à la fenêtre. Déconcerté par ce qu'était cette boule de lumière, papa a décidé d'aller voir de plus près. Mais dès qu'il a ouvert la porte,
La lumière s'est retirée vers la partie plus dense de la forêt derrière leur jardin, serpentant entre les arbres fruitiers. Alors qu'elle se déplaçait, sans qu'aucun bruit ne s'échappe, mon ami et sa mère sont remontés à l'étage pour aller se coucher, essayant de ne plus y penser. Son père est resté debout un peu plus longtemps. Regardant par la fenêtre, fasciné, observant cette lumière qui revenait dans leur jardin et flottait simplement autour. Finalement, elle est repartie dans la forêt et a disparu. Le lendemain matin, mon ami a été réveillé par les cris paniqués de son père, devenu aveugle dans la nuit. Elle et sa mère l'ont emmené en urgence à l'hôpital où le médecin l'a examiné. Le médecin a expliqué qu'il voyait d'habitude ce type de brûlure de la rétine chez ceux qui soudent sans masque. On a déterminé que la cécité de son père était heureusement temporaire et disparaîtrait en quelques jours. Je dois ajouter que son père n'était pas soudeur, mais travaillait plutôt dans un bureau. Comme je l'ai déjà dit, j'ai depuis perdu le contact avec cet ami. Mais lors de notre dernière conversation, la source de lumière n'avait pas pu être déterminée. Il y a des années, mon mari de l'époque, aujourd'hui décédé, mon fils de 2 ans et moi sommes allés en Nouvelle-Angleterre pour admirer les couleurs d'automne. Nous avons séjourné dans une station au Nouvel-Hampshire et fait des excursions d'une journée. Ces vacances étaient amusantes et agréables. Un jour en particulier, nous avons roulé jusqu'au Vermont pour explorer un peu et peut-être acheter du sirop d'érable. Nous avions préparé un déjeuner et comptions nous arrêter dans un parc pour faire une pause et manger. Même si c'est moi qui faisais la navigation, je ne me souviens pas où nous étions ce jour-là. Nous avions trouvé une petite ville tranquille et nous cherchions un parc pour déjeuner. Nous n'en avons pas trouvé, mais mon mari a vu un panneau et a dit qu'il y avait un petit lac au bout de cette route. Alors nous avons décidé d'y aller en espérant trouver un endroit pour nous détendre et manger notre déjeuner. Si je me souviens bien, la route traversait une sorte de canyon sur environ 1 mile et se terminait sur le parking de ce joli lac. C'était calme et nous étions les seuls sur place. Nous sommes sortis de notre voiture de location et avons fait un petit repérage. Si je me souviens bien, l'aire de pique-nique était en bois ancien et peinte d'une couleur rougeâtre. Je me souviens avoir été mal à l'aise ici et m'être rassuré en pensant que l'endroit devait être animé. Le 4 juillet, nous avons choisi une table de pique-nique en particulier et avons déballé notre déjeuner. Mais mon sentiment d'appréhension augmentait progressivement. J'ai remarqué que mon mari regardait beaucoup autour de lui pendant qu'il mangeait, pas moi ni notre fils, mais les environs. Mon fils était grognon et j'avais du mal à le faire manger. Ce n'était pas normal. Finalement, nous avons terminé de manger normalement. Dans un tel endroit, nous faisons une courte promenade et explorons. À la place, mon mari m'a demandé très directement si j'avais terminé. J'ai dit que oui et que j'aimerais qu'on y aille. J'étais heureux de partir et je suis sorti aussi vite que possible. Nous avons vite rassemblé nos affaires et nos déchets avant de partir. Nous n'avons rien dit en traversant de nouveau le canyon pour retourner en ville. Une fois arrivés en ville, nous avons tourné à droite. Mon mari s'est alors arrêté sur le bord de la route, au moment où nous nous sommes regardés, soulagés. Nous avons alors parlé. Mon mari et moi étions d'accord, il fallait quitter cet endroit au plus vite. Il a admis qu'il n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas m'effrayer. J'ai dit quelque chose sur le fait que c'était joli et calme, et mon mari a répondu « Oui, trop calme ». Il avait raison. C'était l'automne, en plein milieu de la semaine, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde. Mais il n'y avait même pas le chant des oiseaux, juste un silence de mort. Je me demande parfois ce qui nous a effrayés ce jour-là. Nous l'avons tous ressenti, quoi que ce fût. Mon mari, âgé de 23 ans, et moi, 22 ans, fêtons notre anniversaire de mariage depuis plus d'1 semaine maintenant. Nous avons un camping-car à Cherokee, en Caroline du Nord, dans lequel nous séjournons. Nous nous intéressons aux lieux abandonnés comme les villes et les cimetières, et nous avons décidé d'aller visiter le cimetière Connor, près de Couches Creek, sur Newfoundland Gap Road, qui se trouve près du centre d'accueil Okona-Lufty. Quand nous arrivons pour nous garer près de l'endroit où le début du sentier est censé se trouver, nous sortons et commençons à marcher vers l'ouverture. Dans les bois, là où il y a un sentier, le sentier lui-même est visible, mais il faut vraiment le chercher. Nous avançons vers l'endroit supposé du cimetière. Je marche devant
vérifie le sol pour les serpents ou trous. Mon mari me suit. Nous nous sommes arrêtés et il a dit « Chérie, regarde la statue ». Je regarde autour et demande « Où ça ?» Puis il montre la direction. Ce à quoi je m'attendais, c'était une statue d'ange comme on en voit normalement dans les cimetières. Ce n'était pas ça que j'ai vu. Plus haut, un peu plus loin, sur le sentier et sur le côté, il y avait ce qui semblait être une statue de cerf de 3 à 4 mètres de haut. La statue semblait être faite de bois ou enveloppée dans une peau de cuir, et elle avait l'air préservée. Le problème, c'est qu'aucun site en ligne ne mentionnait cette statue ou quoi que ce soit de ce genre. Ça a commencé à me donner un sentiment de malaise parce qu'elle avait un visage étrange et que c'était vraiment un endroit bizarre pour trouver quelque chose comme ça. Mon mari a alors dit qu'il n'aimait pas du tout ça et qu'on devrait partir. Dès qu'il a dit ça, on s'est retourné et on est parti aussi vite que possible. Une fois que nous sommes revenus à notre voiture, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il était d'accord et l'a dit aussi. Il a vu un visage de cerf sans museau et pensait qu'il avait cligné des yeux. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Sur le chemin du retour vers le camping-car, j'ai commencé à penser que j'aurais dû prendre une photo, mais malheureusement, je n'y ai pas pensé sur le moment. Une fois de retour au camping-car, nous avons commencé à faire des recherches et nous n'avons pas pu trouver où cela se trouvait, ni même voir si c'était répertorié. Nous avons décidé de retourner dans une librairie amérindienne locale où nous étions déjà allés et de parler à la dame âgée qui la tenait. Nous avons expliqué la situation et elle nous a conseillé de contacter le centre d'accueil du parc national pour voir si quelqu'un avait vécu quelque chose de similaire ou s'il connaissait des histoires autochtones à ce sujet. Elle avait aussi dit que parfois, ce sont les choses elles-mêmes qui choisissent que vous soyez les seuls à voir. Nous avons remercié la dame et sommes retournés à notre camping-car. Maintenant, je suis ici à partager cela et à réfléchir à la possibilité de ce que nous avons vu dans les bois. Et si quelqu'un a des informations, j'aimerais les entendre. J'ai fait des expériences avec l'application GhostTube, une spirit box basique pour téléphone. Et même si ça pourrait être aléatoire, j'ai eu une expérience hier et je pense que c'est trop coïncident pour ne pas être réel. Il y a un bois près de chez moi dans lequel je suis tombé par hasard avec mon chien un soir. Une longue route non éclairée mène dans le bois et au bout il y a une vieille maison inquiétante. Je n'ai pas pu entrer dans les bois tant l'endroit paraissait sombre et oppressant, avec l'impression d'être observé. J'y suis retourné en plein jour et c'est une belle promenade, mais certaines zones autour du chemin semblaient encore sombres. Alors hier, j'ai emporté le GhostTube avec moi en revenant dans la zone. J'avais l'impression d'être observé, je posais des questions et je n'obtenais pas grand-chose en retour. Mais en passant devant ce fossé, j'ai eu cette sensation étrange et cette vision dans ma tête que je voulais m'allonger et être enterré. Je me suis demandé, à qui est ce corps ? Mon application a alors dit que c'était le mien, mais je n'ai pas fait le rapprochement parce que je ne l'avais pas dit à voix haute. Ensuite, l'application a dit « bibliothèque », alors j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être possédé une bibliothèque. J'ai dit « es-tu mort ici ?» Et ensuite ça a dit « camion ». Alors je me dis que peut-être quelqu'un s'est fait écraser puisque c'est près d'une route de montagne. Et puis j'ai eu le mot « prudence » et j'ai eu le sentiment que l'esprit qui rôdait était là pour avertir les gens de ce qui lui était arrivé. La légende urbaine que je connais se trouve juste au bout de ma rue, c'est le parc Pheasant Hill à Dyer, dans l'Indiana. Et il y a une école juste à côté des bois, dans lesquels je refusais d'entrer la nuit à cause de ce que j'y ai vu et entendu. J'ai parcouru ces bois pendant des années et j'ai déjà eu cette sensation d'être observé, alors j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres et il y a une histoire qui va avec. Celle que j'ai entendue, c'est qu'au début des années 1900, avant que l'école et les voies ferrées ne soient construites, la ville était principalement composée de terres agricoles et de choses comme ça. Il y avait un homme qui vivait dans les bois dans une cabane. Il travaillait comme bûcheron en ville. Des années plus tard, quand les voies ont été construites, elles traversaient initialement les bois derrière sa maison. Un jour, il abattait des arbres et un train est passé. Il a été accidentellement percuté et il y a perdu la vie. Des années plus tard, probablement vers les années 60 ou 70, il y avait des enfants qui disaient être partis à sa recherche parce qu'on prétendait que chaque nuit d'Halloween,
qui est d'ailleurs l'anniversaire de sa mort. Si tu allais dans les bois aux premières heures du matin, tu pourrais bien le rencontrer. Je ne savais pas si c'était vrai, mais c'est ce que j'avais entendu. Alors un jour, j'ai décidé de vérifier par moi-même. La nuit d'Halloween, on distinguait à peine le lion dans le brouillard parmi les arbres. Je me suis dit que j'allais juste jeter un coup d'œil rapide, faire une petite promenade. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, j'étais juste curieux, alors j'ai pris ma lampe de poche, j'ai mis un sweat à capuche et j'y suis allé. Je me suis faufilé à travers l'ouverture dans le vieux grillage derrière l'école, comme je l'avais déjà fait de nombreuses fois auparavant. Et j'ai suivi le sentier étroit qui longe l'arrière du terrain de foot avant de s'enfoncer dans les arbres. Plus j'avançais, plus je pouvais sentir le changement. Je ne sais pas si c'était parce que je me montais la tête ou s'il y avait vraiment quelque chose dans l'air. Mais à chaque craquement de feuilles sous mes pas et à chaque pas que je faisais dans la pénombre, je sentais un malaise grandissant en moi. Je suis arrivé à l'endroit où le sentier passe juste derrière les voies ferrées. Il y a une section de clôture effondrée là où les rails s'enfoncent légèrement. J'ai pensé que c'était sûrement là que ça s'était passé, où le type était mort. J'étais là, debout, à regarder autour de moi, essayant de ressentir quelque chose quand j'ai entendu un bruit au loin, un son que je n'arrivais pas vraiment à distinguer. Ça m'a surpris. J'ai regardé autour de moi, j'ai fait tourner ma lampe torche, essayant de discerner d'où venait le bruit et ce que c'était. Mais je ne distinguais pas ce que c'était en faisant tourner ma lampe torche. Je jure que, juste un instant, j'ai vu une ombre pas très loin de moi sur le sentier quand j'ai ramené la lampe torche. Il n'y avait rien là. Peut-être que c'était juste mon imagination, peut-être que c'était les grands arbres, peut-être que c'était n'importe quoi. Je n'en étais pas sûr. J'avais pris la décision de commencer à repartir et, alors que je commençais à marcher, j'ai commencé à entendre des bruits étranges dans les bois. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça m'a vraiment fait peur et j'ai couru jusqu'à la maison. Parce que si tu veux tester la légende, vas-y, fais-le. J'aimerais bien entendre ce que les autres rencontrent. Permettez-moi de commencer en disant que j'ai toujours été un passionné inconditionnel du paranormal. Histoire de fantômes, lieux hantés, silhouettes d'ombre, tout ce que vous voulez. Ça m'intéresse. Mes deux petites sœurs sont tout aussi obsédées. Au fil des années, on a eu de temps en temps des bruits étranges la nuit et des sensations bizarres, mais rien d'aussi glaçant que cet été-là, que lorsque nous sommes allés au pont du Goatman. Même aujourd'hui, je ne suis pas totalement sûr de ce qu'on a vu, mais quoi que ce soit, ce n'était pas juste une histoire de feu de camp local. Ma famille est dispersée. Je vis dans le Nebraska et ma demi-sœur est chez mon ex-belle-mère. Depuis le divorce de mes parents à Washington, papa vit près de Dallas, au Texas, avec sa nouvelle femme et ma belle-sœur. Donc les visites y sont rares, compliquées et généralement courtes, mais cet été les planètes se sont alignées. Mes sœurs vivaient avec papa et j'ai pu prendre un peu plus d'une semaine de congé pour les rejoindre. Puisque nous étions enfin tous réunis au même endroit, et puisque les aventures effrayantes sont en quelque sorte notre façon de créer des liens familiaux, nous avons décidé d'explorer l'une des légendes urbaines les plus célèbres du Texas, le pont de l'Homme-Chèvre. Papa n'était pas ravi. Il est profondément religieux et fermement opposé à l'idée d'inviter les ténèbres dans nos vies, fantômes, démons. Les planches Ouija, pas sous son toit, et puis le pont était assez loin et il n'aimait pas qu'on conduise aussi tard. Mais j'avais 21 ans et naturellement je lui ai dit qu'on allait juste manger un morceau après une journée à Six Flags. Mais à la place, je nous ai conduits à Denton, au vieux pont Autumn. La route jusque-là était déjà inquiétante, mon système de positionnement global buguait sans arrêt, mettait trop de temps à se mettre à jour et j'ai fini par rater le virage. On a dû faire un détour sur une route de campagne sombre et sinueuse juste pour trouver le chemin qui menait au pont, qui était fermé aux voitures. Il y avait un match de foot qui se terminait sur un terrain à environ 1 kilomètre de là. Mais à part ça, tout était calme. Nous nous sommes garés sur la route en gravier et tout de suite, nous sommes tombés sur un groupe d'adultes qui quittaient entier le sentier. Ils ont ri, non, homme-chèvre. Ce soir, ils nous ont conseillé de faire attention et suggéré d'explorer un sentier étrange à gauche du pont. Nous les avons remerciés, puis nous sommes faufilés sous la barrière et entrés dans la forêt vers 22h30. Au début, les seuls bruits étaient ceux des cigales et de nos propres pas,
Mais à mesure que nous avancions, la forêt commençait à sembler étrange. C'était comme si la forêt elle-même nous écrasait. Au début, les seuls bruits étaient ceux des cigales et de nos propres pas. La lampe torche de mon téléphone perçait à peine à travers l'épaisse végétation, et je n'arrêtais pas de me dire que je me faisais des idées. Mais ce sentiment persistant qu'on m'observait ne voulait pas disparaître. Nous sommes arrivés au pont, il faisait plus sombre que la nuit, une obscurité qui avale la lumière, et nous sommes restés là à fixer le vide. Au-delà du milieu du pont, les bois et le ruisseau perdaient à main leurs ombres. D'étranges symboles et des graffitis couvraient tant les rambardes. Nous n'étions pas tout à fait sûrs de ce que nous traversions, lisant lentement les mots, riant nerveusement et essayant de nous montrer courageux. J'ai balayé le pont avec ma lampe et c'est là que nous avons vu une masse noire, de forme humaine, debout au bord du pont. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. Ça devait être un jeu de lumière. Ma sœur est allée là où j'avais aperçu la silhouette et a murmuré « Je te jure, quelque chose m'observe sous le pont ». Notre sœur Kayla est soudainement devenue pâle et a dit qu'elle se sentait mal. J'ai cru entendre quelque chose, cela nous a suffi. Je leur ai dit qu'on partait et qu'on allait vérifier l'autre sentier dont le groupe avait parlé pendant qu'on marchait vers le chemin forestier. Ma lampe de poche et celle de Candace se sont éteintes en même temps et j'ai eu l'estomac noué. J'ai tâtonné avec mon téléphone et j'ai réussi à rallumer la lumière, mais celle de Candace est restée éteinte. L'atmosphère avait changé maintenant. Puis je l'ai vue à environ 6 mètres debout au bord du sentier forestier. Il y avait quelque chose, une silhouette grande, mince et sombre, à peu près de forme humaine. C'était à la fois transparent et d'une certaine manière solide. Ses yeux étaient dits faibles, mais je sentais qu'il me regardait. Était-ce un jeu de lumière ? Je n'étais pas sûr, mais j'ai fait un pas nerveux de plus, et alors je l'ai vu bouger. Et puis j'ai crié, et j'ai dit à mes sœurs de courir. Elles ne l'avaient clairement pas vu. Elles pensaient que je plaisantais, ce qui n'était pas le cas, et on a détalé. On a couru à toute vitesse sur le sentier jusqu'au parking en gravier. Je me suis retourné une seule fois, mais je ne le voyais plus. On s'est glissé sous la barrière en métal, on s'est précipité dans la voiture en cherchant fébrilement les clés. J'ai conduit sans réfléchir. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Tout mon corps était en feu. Et juste avant d'atteindre la route principale, on les a vus. 2 hommes habillés en blanc, courant vers la forêt d'où nous venions. Ils n'ont ni parlé ni regardé, ils ont juste couru comme s'ils savaient qu'il y avait quelque chose là-bas. Le retour d'une heure s'est déroulé dans un silence total, sans un mot échangé. Je n'ai pas arrêté d'essayer de rationaliser ce que j'avais vu, de le repasser en boucle en cherchant une explication logique, mais rien ne collait. Je n'aurais jamais cru trouver quoi que ce soit sur le pont du Bouc, qui n'était qu'une simple légende urbaine pour effrayer les enfants. Ou peut-être que c'est juste ce que je dois me dire parce que je suis presque sûr qu'il y a quelque chose là-bas, au vieux pont d'automne. Ce n'est pas qu'une histoire. Il y a une vieille légende en Virginie à propos d'une route cachée à Yorktown, appelée la route Crawford. Les habitants en parlent depuis des décennies. Certains disent avoir vu le fantôme d'une femme pendue au pont. Et si tu t'arrêtes en dessous et que tu regardes derrière toi au bon moment, tu la verras. D'autres ont signalé des soldats de la guerre de sécession errant entre les arbres, des voitures qui tombent en panne sans raison sous le pont, des lumières lointaines, des cris et des silhouettes sombres rôdant dans les bois. C'est le genre d'endroit dont tu lis des histoires sur des forums de fantômes le soir, sans jamais penser y aller. Nous n'avions pas prévu d'y aller. Ça semblait être une aventure effrayante. Nous étions 4 amis, dont Marcus, qui n'avait jamais vécu de phénomène paranormal. Pour être honnête, moi non plus. Sarah et Alex, le sceptique du groupe, ainsi que Jaden, qui avait grandi en entendant des histoires de fantômes, mais qui n'en avait jamais vu lui-même. Cet après-midi-là, nous échangions des histoires bizarres que nous avions lues en ligne. Et Marcus a dit « Je veux qu'il se passe quelque chose de réel. J'aimerais vraiment voir quelque chose pour une fois. » Ça nous a amené à parler des endroits hantés dans les environs. Je me souviens qu'un ami de Yorktown m'avait déjà averti sur la route Crawford. Ce nom évoquait quelque chose pour certains d'entre nous. On a sorti nos téléphones et on a commencé à lire toutes les histoires. Comment la femme s'était pendue au pont, l'apparition, les lumières qui brillent. Jaden a même trouvé une vidéo où la voiture de quelqu'un se faisait rayer après s'être garée là-bas. On était bêtement excités.
On a décidé d'y aller après la tombée de la nuit, vers 22h30. La première fois qu'on a descendu la route en voiture, ce n'était pas si effrayant. Quelques voitures se sont passées et il y avait une voiture de police garée près du pont. Ça a un peu cassé l'ambiance, alors on est parti, on a pris à manger et on a attendu que les choses se calment. Nous sommes revenus vers 23h30 et un groupe de chasseurs de fantômes était égaré à proximité. On a discuté brièvement avec eux, ils n'avaient rien vu, mais ils ont dit que la forêt leur donnait de mauvaises ondes. Ils ont aussi mentionné un sentier sur le côté du pont et nous ont dit qu'il était plus effrayant que la route elle-même. Nous les avons remerciés et nous sommes montés sur le pont pour explorer. L'asphalte était fissuré et décoloré. Nous avons trouvé des graffitis, dont un symbole circulaire étrange que personne d'entre nous ne reconnaissait, et il y avait aussi un pentagramme grossièrement dessiné, un classique des graffitis de pont. C'est à ce moment-là que nous avons vu des phares approcher. Alors Marcus, Sarah et moi sommes descendus, tandis que Jayden et Alex sont restés cachés sur le pont, leurs lampes éteintes. À peine 2 minutes plus tard, nous entendons tous des pas rapides et des voix paniquées. Jayden et Alex ont dévalé le pont en courant, essoufflés et pâles comme des fantômes. « Quelqu'un était là-haut », dit Jayden, les yeux écarquillés. Elle est sortie des bois, une grande femme en blanc, et elle s'est dirigée droit vers le pont. Évidemment, au lieu de partir, on a fait comme dans les films d'horreur idiots et on est remonté pour regarder, mais elle avait disparu. Mais alors que nous scrutions la route et les bois, un cri s'est fait entendre, résonnant dans la nuit. Il venait du fond de la forêt et nous avons tous pris la fuite. Le groupe de chasseurs de fantômes a filé dans leur camionnette. Nous avons sauté dans ma voiture et foncé sur Crawford Road. Téléphone en main, fenêtre baissée, on prenait des photos en roulant, espérant capturer quelque chose. Sarah a crié « Vas-y !» Elle était penchée à la fenêtre, regardant derrière nous. Une fois que nous étions assez loin, elle nous a enfin dit ce qu'elle avait vu. Une silhouette sombre à 4 pattes courant après la voiture. Personne ne comprenait. Gare sur un parking proche et tremblant, nous avons revu les photos et vidéos, ce qui nous a effrayés. Marcus avait tout enregistré. En réécoutant, nous avons entendu le cri qui nous avait fait fuir. Mais il y avait autre chose en dessous, un bruit brouillé, humide, crépitant. Jayden avait plusieurs photos avec d'étranges orbes lumineuses, certaines faibles, d'autres brillantes, et l'une des photos de Marcus est sortie complètement blanche, comme surexposée, mais aucune des autres n'était là comme ça. Ce qui nous a encore plus effrayés, c'est que Sarah et Alex, assis de chaque côté opposé de la voiture, ont tous deux capturé une lumière bleue flottant à l'arrière-plan de leurs photos. Mais les photos nous ont tous rendus silencieux. Alex avait pris une photo du rétroviseur latéral et, dans son reflet, il y avait un visage pâle, émacié et surnaturel qui fixait la voiture avec des yeux d'un noir profond. Nous aurions dû rentrer chez nous, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons refait un tour sur Crawford Road, prenant encore plus de photos. Au début, il ne s'est rien passé jusqu'à ce que nous approchions à nouveau du pont. La voix de Jayden a brisé le silence. « Quelqu'un est debout là. » Personne ne l'a vu, mais en examinant les dernières photos, Marcus avait saisi quelque chose de plus grave. Perché au sommet du poteau cassé, à peut-être 6 mètres du pont, il y avait une créature sombre à 4 pattes, avec des yeux brillants. Nous avons quitté définitivement la route Crawford. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous, nous sommes sortis de la voiture et avons remarqué d'autres preuves que nous n'avions pas vues. Des empreintes de mains sur les vitres, du côté de Sarah et Jayden. Certaines semblaient étalées, comme si une main avait glissé sur la vitre, et une marque de griffure longeait la porte arrière. Depuis, j'ai creusé plus profondément dans les expériences des autres personnes là-bas. Certains ont mentionné le cri, certains disent que c'est un animal, mais d'autres n'en sont pas si sûrs. J'ai passé plusieurs années à jouer sur le circuit des foires de la Renaissance, voyageant à travers le pays, dirigeant des troupes, maniant des lames et crachant du feu devant des foules passionnées de fantaisie. Ça semblait amusant, et ça l'était. La plupart des nuits, pourtant, je dormais sous des tentes, entassées épaule contre épaule avec d'autres artistes dans de petits villages de fortune improvisés sur le terrain de la foire. Mais de temps en temps, si la chance me souriait, je pouvais trouver un endroit avec de vrais murs, une cabine de rangement, une remise à accessoires ou, une fois, une scène. C'est ce qui s'est passé à la foire de la Renaissance de l'Ohio. J'ai réussi à obtenir une clé pour la scène Gloriana, une structure de 2 étages sur le site.
C'était solide, pas glamour. La porte arrière était cadenassée de l'extérieur, fenêtre et porte d'entrée verrouillables de l'intérieur. Et je laissais une fenêtre déverrouillée pendant la journée pour pouvoir entrer discrètement la nuit. Je m'y sentais en sécurité, à l'abri des regards et confortable. Un hamac était à l'étage et personne n'a réagi quand je m'y suis installé. Avec l'essentiel, un sac de couchage, un sac postal de vêtements et une couverture en laine utilisée. Comme les nuits à la fac étaient généralement calmes, je montais sur le balcon, j'allumais une cigarette au clou de girofle et je regardais les allées ombragées de la foire déserte. Au-delà de la Seine, la forêt venait buter contre le mur du fond, avec des arbres noueux et touffus et des broussailles denses. C'était trop étroit là-bas pour s'y sentir à l'aise, mais faire face à l'intérieur de la foire, c'était une toute autre histoire. C'était jusqu'à ce que cette nuit étrange et inquiétante commence. Comme des dizaines de fois auparavant, j'avais bu de l'hydromel avec les jouteurs, puis ils sont partis et j'ai fait ma promenade habituelle à travers les sentiers sombres jusqu'à la Gloriana. La lune était fine, offrant très peu de lumière, et alors que j'avançais dans le couloir étroit derrière la Seine, quelque chose a bruissé dans les broussailles à ma droite. Je me suis arrêté et j'ai écouté, mais je ne suis pas resté dans le coin. J'ai accéléré le pas, contourné devant et forcé la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte, puis je suis entré. Tout avait l'air pareil. Pourtant, j'ai tout vérifié avec ma lampe de poche. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune odeur étrange et rien n'était déplacé. Alors j'ai refermé la fenêtre à clé et j'ai grimpé à l'échelle jusqu'au balcon du dessus. C'était calme, j'ai allumé un clou de girofle, la douceur épicée perçant le froid, j'entendais le chant des grillons et, quelque part au loin, des rires, d'un campement lointain. Je me suis appuyé sur la rambarde, respirant profondément, laissant la nuit m'envelopper. Et puis soudain, une absence de bruit est devenue perceptible. Les grillons se sont tus. Le bourdonnement, le stridulation, le bourdonnement nocturne qui recouvre le monde d'un bruit blanc, s'était tu comme si on avait actionné un interrupteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu autre chose, un croassement, un son profond et guttural. Au début, je pensais que c'était un wawaron. Il y en avait assez dans les environs pour que ce soit logique, mais quelque chose dans ce croassement m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Ce n'était pas une grenouille, c'était une voix qui disait mon nom, Bobby. Le son était déformé. C'était comme quelque chose qui essayait d'imiter une grenouille, mais ce n'était pas un jeu. Bobby. Je me suis figé, mon esprit a hurlé. Personne ne m'appelle comme ça, je n'avais pas utilisé ce nom depuis des années. Je le détestais. Seules les personnes de mon enfance l'utilisaient, et aucune d'elles n'était ici. Une autre voix s'est jointe, puis une troisième, chacune écorchant mon nom avec ce même râle humide et traînant. Bobby. J'ai laissé tomber le clou de girofle et couru à l'intérieur saisir ma lourde lampe Maglite, semblable à une matraque, si les choses tournaient en mal. Et je me suis faufilé à l'arrière et j'ai braqué ma lampe sur les arbres, il n'y avait rien, mais ensuite je l'ai entendu une fois de plus. Bobby. Mon sang s'est glacé. J'avais besoin de quelque chose de tranchant, un couteau. Je suis descendu en vitesse et ai saisi ma dague de ceinture, 5 pouces de métal émoussé, inutile en combat. Mais je ne réfléchissais pas rationnellement, j'avais juste besoin d'une forme de protection. Puis j'ai entendu un long grattement délibéré sur la porte arrière, pas comme si quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Mais il voulait bien que je sache qu'ils étaient là et qu'ils jouaient ça. J'ai reculé, cette porte était cadenassée, c'est vrai, mais je n'étais pas le seul à avoir une clé. Et soudain le silence, ce calme étouffant et lourd, semblait vivant. Comme si quelque chose se déroulait autour de moi et que je n'étais qu'un simple participant à quelque chose qui allait arriver, quoi qu'il arrive. J'ai déverrouillé la fenêtre de la Seine, l'ai ouverte et me suis faufilé dehors. Même à ce moment-là, j'entendais les voix croasser mon nom dans l'obscurité et des ongles gratter le bois, mais je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la foire au clair de lune, passant devant tentes, chariots et stands de nourriture semblant des squelettes dans la nuit. Et j'ai couru jusqu'à atteindre le monde des jouteurs, la mezzanine de la grange. Certains d'entre nous s'y réfugiaient pendant les nuits difficiles et ne dormaient pas. Au matin, je suis retourné à la Gloriana, toutes les fenêtres étaient entouvertes, la porte arrière aussi. Le cadenas avait disparu.
Mes affaires, mes couvertures, mes vêtements, mon équipement avaient été jetés partout, sens dessus dessous. Je n'y ai plus dormi. Je suis resté avec les Jouster 2 semaines, puis nous sommes partis pour le circuit du Texas. Je n'ai jamais su qui ou ce que c'était. Je les ai juste appelés les flippants. Je le fais encore, et à ce jour, si quelqu'un m'appelle Bobby, je sursaute. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais quoi que ce soit, je suis presque sûr que ça venait de ces bois. Je n'y retournerai pas. Ici, dans la Sierra Nevada, c'est le seul endroit où j'ai entendu parler de cela. C'est plutôt une légende locale. Vous pouvez prendre tout ça avec des pincettes si vous en ressentez le besoin. Je vous assure que cette histoire est vraie, mon frère peut en témoigner. Donc, en grandissant, je n'ai pas vécu dans une réserve. Mais à environ 8 km de la plus proche, elle touche en fait la propriété de mon grand-père. J'ai grandi avec tout le monde. Les anciens sont très spirituels. Mon père était un cas à part. Il a été entouré d'activités paranormales pendant toute son enfance. Il en parlait quand il était ivre, assez souvent, étant donné qu'il buvait pour tenir les démons à distance. Pour ainsi dire, il y avait cette légende qu'il m'a racontée très tôt. Il vivait dans une maison de montagne très rurale, sur une route connue pour son activité, encore plus rurale que le petit village. Les garçons et les hommes urinéant souvent dehors, c'était rapide et facile. Mon père pensait toujours qu'il recouvrait son urine de terre. Oui, comme un chien. Et je lui ai demandé quand j'étais très jeune, en l'imitant une fois, pourquoi il faisait ça. Il m'a raconté une histoire inoubliable qui m'a terrifié, disait-il. Il y avait un ancien homme médecine, ni homme ni bête, quelque chose entre les deux. Cet homme médecine n'était pas un guérisseur, mais maléfique. Il m'a dit que lorsqu'un homme ou un enfant autochtone quittait le sentier pour uriner, il devait recouvrir cela de terre. S'il ne le faisait pas, l'homme médecine. Il avait un nom qu'on n'est pas censé prononcer, sinon il l'entend. Tu marcheras sur les sentiers la nuit. Une fois qu'il tombe sur ton odeur, il ramassera une poignée de terre là où tu as uriné et la sentira. Il la met dans une pochette médicinale qu'il porte autour du cou et il te chasse, il chasse la nuit, surtout si tu es un mauvais enfant. Eh bien, mon frère et moi, on a un peu grandi du mauvais côté de la voie à l'époque. J'étais un gros fumeur de joints sans argent et mon frère, toxicomane, est revenu vivre à la maison quelques mois. Tout comme je l'avais fait quand j'avais environ 19 ans, ce qui le mettait à environ 26 ans. On faisait beaucoup de bêtises, surtout dans la communauté voisine, et on était vraiment des mauvais garçons. Donc quand j'étais au lycée, il y avait un gars qui a emménagé sur notre route, entre chez nous et le ranch de mon grand-père. Il cultivait beaucoup d'herbes. Je savais comment y aller, et avec des potes, on a coupé sa récolte. Une nuit d'été. L'été était bon, inutile de le dire. Un soir, on s'ennuyait avec mon frère. Je lui ai parlé de la récolte. Il savait aussi, et ce soir-là, on a décidé de chercher quelques têtes fraîches. Notre route est longue, sinueuse, à une seule voie et sombre, extrêmement sombre. Il y avait un peu de clair de lune, donc on pouvait voir, mais pas beaucoup. Nos yeux habitués à l'obscurité, mon frère paranoïaque sous stimulant a décidé que nous devions marcher. L'ancienne voie ferrée qui longe la route, juste en dessous, c'est là que les gens circulaient quand la route était encore une voie ferrée. J'ai accepté, mais j'ai dit qu'on devrait monter jusqu'à la route principale parce que c'est là que commence le sentier. L'endroit du gars était, mon frère, le génie qu'il est, dit. Les chiens aboieront et une caméra surveillera le sentier. Il nous a dit de rester sur le sentier et de traverser les broussailles, mais on n'a pas pu car elles formaient presque un mur. À ce moment-là, on est bien plus près de la propriété de notre grand-père et d'un gars qui loue une maison en face. Je vis maintenant sur une propriété d'environ 1200 acres, alors on a décidé d'y passer le reste de la nuit chez lui. Quelques points à savoir, mon grand-père refuse d'évoquer tout ce qui est paranormal. Mais il insiste pour que vous n'alliez pas sur sa propriété sans permission, et si vous avez la permission, vous restez là où il vous dit. Et enfin, vous ne dépassez jamais la cour de sa propriété la nuit. Nous avons essayé d'innombrables fois de convaincre mon père d'en parler. Il disait juste « Tu ne veux pas y aller après minuit, fais-moi confiance ». Et mon père n'est pas peureux. Le long de la route, il y a une cascade où un pont la traverse. À cet endroit, la voie ferrée se trouve à des milliers de mètres en dessous, donc tu traverses le ruisseau. C'était sec car c'était le milieu de l'été. Nous nous sommes arrêtés là et j'ai fait pipi. Nous l'avons tous les deux fait.
Je ne savais pas pourquoi, mais je n'ai pas recouvert avec de la terre. J'y ai pensé en m'éloignant, mais je n'ai rien dit. Je devrais probablement préciser que j'avais un fusil de chasse et que mon frère avait son arc à poulie. Nous avons choisi de rester hors de la route malgré un peu de circulation, car c'est là que tout a dégénéré. 3 maisons se trouvent sur le terrain de mon grand-père. Nous montions la colline vers celle qu'il loue à un charmant vieux couple. Nous marchions sur cette route autrefois utilisée pour le transport du bétail, mais inutilisée depuis un certain temps. Et nous étions aussi silencieux que possible, car nous n'étions pas censés être là. Sur notre gauche, à 10 heures, il y a un champ ouvert et la route continue sur votre droite. La route s'est creusée dans une colline, donc il y a un mur de terre au-dessus de nos têtes. Je mesure 1,85 mètres pour situer la hauteur. Alors qu'on marche en étant très attentif, on entend tous les deux quelque chose. On dirait un cheval, mais il n'y a plus de chevaux sur la propriété. Il n'y en a pas eu depuis des années. On échange un regard qu'on distingue à peine à cause de l'obscurité, et avant même qu'on s'en rende compte, ça fonce sur nous, pas au galop, en courant. 2 sabots frappent le sol avec de très longues foulées, des foulées qui te font comprendre que cette chose doit faire 2 à 3 pieds de plus que nous. Je ne suis pas trop fier pour admettre que je suis resté figé sur place, le fusil à pompe à la main, incapable même de le pointer. Mon frère a reculé, prétendant bander son arc sans tirer de flèche. Nous étions stupéfaits. Cette chose fonçait sur nous comme un train de marchandises en quelques secondes, qui semblait en durer des heures, et on pouvait l'entendre respirer, souffler fort comme un buffle. Nous pouvions à peine distinguer la silhouette, mais elle était grande et humanoïde. Je l'imaginais décharné, galopant sur des jambes de cheval et des sabots fendus. À mes derniers instants, alors que la chose s'approchait assez près pour presque nous cracher dessus, j'ai compris. Mon frère a raconté plus tard que quelque chose le poursuivait. Je n'ai aucun point de référence pour ce qui se trouvait derrière, car cela absorbait l'obscurité et était plus sombre que la nuit. C'est la seule raison pour laquelle on pouvait distinguer la silhouette de cette chose. C'était rapide. Il avait parcouru la même distance en seulement quelques secondes, et il semblait qu'il était juste derrière la créature à sabots lorsque ses sabots frappèrent le sol une dernière fois, à quelques mètres de moi. D'une dernière inspiration, il a bondi sur la berge derrière nous, et ce qui le poursuivait a glissé violemment, tel un cheval stoppant net pour se sauver. Et puis, pouf, il avait disparu. On n'entend plus que cette chose qui nous poursuit à travers les manzanitas et les chênes, brisant de grosses branches comme un bulldozer. La nuit, nous nous sommes arrêtés, avons retrouvé un peu de calme, puis poursuivi notre route. Nous avions encore pas mal de chemin à faire pour arriver chez notre ami. Va-t-on vers ce qu'il y avait derrière cette chose ou prend-on un sentier moins fréquenté, derrière les maisons des vieux, et vers la bête à sabots qui cassait encore des branches et rôdait dans l'obscurité ? C'était peut-être insensé de notre part, mais on a tous les deux décidé qu'on ne voulait pas avoir affaire à ce qui la poursuivait, alors on est allé vers la bête aussi discrètement que possible. On a entendu quelques pas étranges et des branches se casser derrière nous pendant qu'on parcourait le reste du chemin, et on a tous les deux ressenti un sentiment immédiat de calme. Au moment où on a passé la barrière qui délimitait la cour de la maison, on a réveillé notre ami et on a partagé une cigarette en lui racontant l'histoire. On tremble encore et on n'a toujours pas vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi on est tombé. Nous n'en avons jamais parlé à grand-père et c'est la première fois que je l'écris. J'ai 30 ans maintenant. Je vis dans la maison qu'on essayait d'atteindre toute la nuit. Je ne sors pas la nuit sauf en voiture. Je pense qu'on a vu le guérisseur, même si mon frère n'en est toujours pas sûr. J'ai 2 chiens de chasse et l'autre nuit, pendant les inondations, l'un d'eux suppliait pour sortir. C'était vers 23 heures, son collier de repérage est tombé en panne, et à 2 heures du matin, ma mère et moi étions dehors à le chercher. Ma mère est superstitieuse, mais elle ne me prend pas au sérieux. Quand je parle de choses comme « ne siffle jamais dans les bois » et « si tu entends quelque chose, tu ne l'as pas entendu », bien sûr je le lui rappelle, et la première chose qu'elle fait en sortant, c'est siffler. Eh bien, nous ne le trouvons pas et décidons d'attendre que quelqu'un appelle. Et je vais me coucher vers 4 heures du matin, je me réveille et commence à préparer du café. Je me retourne et soudain quelque chose me semble étrange. La maison paraît différente, comme si on m'observait. Maintenant. Notre porte d'entrée est cassée et parfois elle s'ouvre toute seule, ce qui n'est pas très grave, mais notre porte arrière. Celle-ci a 3 verrous que je vérifie 3 fois tous les soirs. Les 2 portes étaient à présent grandes ouvertes.
Je les ferme, je prends quelque chose pour me protéger et j'inspecte la maison, mais je ne trouve rien. La journée continue. Normalement, ma maison n'est pas si vieille, mais elle a été très mal construite, donc des bestioles s'infiltrent parfois dans les murs. Nous avons aussi un vide sanitaire sous la maison, mais la chute est tellement importante que rien, même pas un rat, ne pourrait y grimper. 2 jours plus tard, je rentre de l'école, mon frère est en train d'étudier, plus tard il va voir des amis et mes 2 parents sont au travail. Je suis complètement seul. Je vais au congélateur pour prendre une glace quand j'entends un craquement. Au début, j'ai cru que le sol s'effondrait, mais il semble solide. Quoi que ce soit, ça a l'air gros et lourd, ça vient d'en dessous de moi, comme si quelque chose grattait ou carrément mâchait quelque chose là-dessous. J'appelle mes parents et mon père dit qu'il va aller voir. Mais l'entrée du vide sanitaire est scellée depuis des mois, et quand il rentre à la maison, elle est toujours intacte. La nuit suivante, je fais une nuit blanche parce que je suis submergé de devoirs. À un moment donné, je vais prendre une autre glace et en ouvrant le tiroir du congélateur, la lumière de la cuisinière clignote bizarrement, mais peut-être que l'ampoule avait besoin d'être changée, puis la lumière du plafond clignote aussi. J'ai ce truc où si quelque chose semble même vaguement paranormal, je dis à moins que tu veuilles payer un loyer, dégage. J'ai paniqué. Une tasse tombe du comptoir, une armoire s'ouvre toute seule et j'ai peur. Mais je refuse de laisser quoi que ce soit prendre le dessus et en tirer satisfaction. Alors je vais me coucher comme si de rien n'était la nuit suivante. J'essaie vraiment de dormir un peu. J'ai toujours été du genre à me réveiller plusieurs fois dans la nuit et vers 2 heures du matin, je le sens, quelque chose m'observe depuis la fenêtre. J'ai tout raconté à mon ami et il m'a dit que ça ressemble à un imitateur, mais que je ne suis pas en danger et qu'il n'a pas essayé de me faire de mal. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe et ils ont dit que c'est possible. Ils ont aussi cité le nom Jude. Je m'appelle Jade, donc j'ai pensé que l'application ne l'avait pas dans sa base de mots. Je reste prudent avec tout ça. Mais en cherchant sur Google, j'ai été choqué de lire qu'une fille avait été retrouvée dans un fossé, recouverte de branches juste à côté du chemin où je marchais. C'était une étudiante et elle a été enlevée par quelqu'un de son église, droguée, tuée et abandonnée dans les bois pour être retrouvée. 2 mois après, ils ont trouvé ses clés dans sa voiture, utilisées pour transporter le corps. Imaginez ma surprise lorsque j'ai ouvert l'application pour réviser les mots et que j'ai vu que le dernier que je n'avais pas entendu à voix haute à ce moment-là était « Saint ». Elle s'appelait Joie. Un autre prénom en J peut sembler tiré par les cheveux, mais vu le nombre limité de mots dans la bibliothèque, je pense que c'était sa façon de montrer qu'elle avait étudié. Ça semble si réel. Je me sentais juste très triste, ce n'était pas de la méchanceté. J'avais plutôt l'impression qu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose, qu'elle avait peur pour les autres femmes seules et qu'elle essayait de me prévenir. Salut à tous, c'est Mortis Media, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la sélection d'histoires effrayantes de ce soir, tirées des bois hantés. C'est toujours amusant d'y retourner. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont déjà mécènes ou qui prévoient de le devenir, de me donner la date de votre anniversaire, si c'est pendant l'été. Parce que je ne pourrai pas enregistrer avec les enfants dans cette maison et aussi passer du temps avec mes propres enfants, vous savez, parce qu'ils n'ont pas école. Alors envoyez-moi ça rapidement pour que je puisse avoir votre sujet, trouver les histoires, tout enregistrer et faire la vidéo, s'il vous plaît. C'est tout pour moi. Un grand merci, comme toujours, à mes membres et mécènes actuels dont les noms s'affichent à l'écran. Pour profiter d'avantages exclusifs, inscrivez-vous via le lien en description. C'est tout pour moi. Restez géniaux, à la prochaine vidéo. Bonne nuit.